Alors on va voir la notion de récursivité. Alors cette notion, elle est fondamentale dans la vie d'un développeur. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des problèmes, des choses qui sont très facilement exprimables de manière classique, comme vous l'avez vu depuis le début de l'année. Et puis, il y a des choses qui s'expriment mieux récursivement. Par exemple, si on prend la fonction Fibonacci, c'est une fonction célèbre que vous avez déjà vue en mathématiques, avec u de 0 qui vaut 0, u de 1 qui vaut 1, et ensuite u de n qui est égal à u de n moins 1 plus u de n moins 2. Ça, c'est une définition récursive parce que la valeur u de n s'exprime en fonction des valeurs des rangs précédents, u de n moins 1 et u de n moins 2. Eh bien, vous allez voir que ça, on va pouvoir l'utiliser en informatique en écrivant des fonctions qui vont faire appel à elles-mêmes. Et que ça, ce principe-là, va nous permettre d'économiser du code. Donc, la récursivité, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est que mathématiquement, on a parfois des suites qui peuvent s'exprimer en fonction d'elles-mêmes, en fonction des rangs précédents. D'accord? Et du coup, c'est ce qu'on va utiliser, mais informatiquement, avec une technique donc, qui permet à une fonction de s'appeler elle-même. Alors, du point de vue algorithmique, c'est vraiment extrêmement pratique parce que ça va nous permettre d'utiliser la technique du diviser pour régner. Alors ça, le diviser pour régner, c'est une stratégie qui est assez classique et qui est utilisée dans la vie courante. Clairement, quand vous êtes face à un groupe, plutôt que d'affronter le groupe dans son intégralité, on va le découper en sous-groupes et on va les opposer les uns aux autres. D'accord? Ça va être plus facile pour les manipuler. Par exemple, un exemple d'actualité, plutôt pour éviter que les universitaires, les étudiants fassent front commun face à une gestion de crise plus ou moins hasardeuse, d'accord, et une vision de la vie qui correspond de moins en moins aux Français, eh ben on va dire ah les universitaires c'est des islamo-gauchistes et on va diligenter une enquête pour. Ce qui fait que il y a des gens qui vont dire ouais c'est vrai c'est pas normal les universitaires nanani nanana. Puis il y en a d'autres qui vont dire non mais t'as rien compris voilà. Et vous voyez que les gens vont être en opposition. Du coup plutôt que d'être unis ils vont être opposés les uns aux autres. Voilà. Et donc la stratégie, bon c'était la minute du père Fouras. La stratégie qui est de dire je m'adresse face à tout le monde, ça peut être compliqué. Alors on va couper les individus, enfin la société en deux, on va créer deux groupes et on va gérer chacun des groupes indépendamment. Et ça, c'est beaucoup plus facile à réaliser. D'accord? Bon, et ben le principe humain, on va le transposer, pardon, dans notre raisonnement algorithmique et on va réaliser exactement la même chose. Voilà. Alors, un objet est dit récursif s'il se définit à partir de lui-même. Alors ça, vous en avez vu plein. Vous avez plein de fonctions qui sont récursives, c'est-à-dire vous avez déjà vu des suites récursives, des suites dont les éléments s'expriment en fonction des éléments de rang inférieur. Fibonacci, mais aussi la fonction puissance, ou tout un tas de fonctions mathématiques. Alors, par exemple, la fonction factorielle, c'est typiquement une fonction récursive. Si vous calculez n factoriel, je vous rappelle, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois nanana jusqu'à fois n-1 fois n. D'accord? Ça permet, la fonction factorielle qui permet de calculer le nombre de permutations. Et en fait, cette fonction-là, elle est récursive. Parce que si vous regardez ce calcul-là, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a n fois n-1 factoriel. Parce que n-1 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois n-1. Donc, initialement, si on devait implémenter la fonction factorielle, on le ferait comme ça.
on va devoir faire une boucle, d'accord? On va avoir une variable de boucle et on va avoir un accumulateur. L'accumulateur, on l'initialise à 1 et à chaque tour de boucle, on va le multiplier par i. Donc au départ, on a res qui vaut 1 et on va dire res égale res fois i. Donc res valait 1 fois i qui démarre à 2. 1 fois 2, ça fait 2. Le résultat 2, on le place dans res. Tour de boucle d'après, i vaut 3. Donc je vais placer dans res la valeur de res qui était 2 multiplié par 3. Ça fait 6. Donc dans res, j'aurai 2 fois 3, 6. Tour de boucle d'après, res fois 4. Donc j'aurai res qui vaut 2 fois 3 fois 4, etc., etc. Donc là, vous avez la fonction factorielle. Maintenant, si on remarque que la fonction factorielle, elle est récursive, c'est-à-dire que calculer n factoriel, ça revient à calculer n fois n-1 factoriel. On est d'accord que calculer n-1 factoriel, c'est plus simple que de calculer n factoriel. Si on utilise uniquement cette formule, on va avoir un problème. D'accord? Si je dis n factoriel est égal à n-1 factoriel fois n, on va avoir un problème. Par exemple, si je calcule 3 factoriels. 3 factoriels, ça veut dire que c'est égal, suivant cette formule, à 2 factoriels fois 3. 2 factoriels, qu'est-ce que c'est? C'est 1 factoriel fois 2. 1 factoriel, qu'est-ce que c'est? C'est 0 factoriel fois 1. 0 factoriel, qu'est-ce que c'est? Moins 1 factoriel fois 0. Vous voyez le truc? Parce que ici, j'ai mal défini ma fonction. Il nous manque un point d'arrêt. Donc si on définit notre fonction factorielle de la manière suivante, là, on aura quelque chose de correct. N factoriel, ça vaut 1 si n vaut 0. Dans tous les autres cas, ça vaut n fois n-1 factoriel. Alors j'aurais pu mettre 1 ici, ça revient au même. Si on reprend notre exemple, 3 factoriel, c'est 2 factoriel fois 3. 2 factoriel, c'est 1 factoriel fois 2. 1 factoriel, c'est quoi? 0 factoriel fois 1. Or, 0 factoriel, c'est quoi? C'est 1. On s'arrête. Et vous voyez que par rapport à la fois d'avant, on n'a plus cette mise en abîme. On va appeler. Là, il y a un cas de base, et on va dire, bah, je m'arrête à cet endroit-là, parce que je connais la valeur. Alors, je vous rappelle que au tout début du semestre, on a vu une chose très importante qui était que lorsqu'on appelle une fonction, la fonction courante, elle est mise en pause dans ce qu'on appelle la pile des appels et qu'on commence à exécuter la fonction qu'on a appelée. La fonction qu'on a appelée, on va attendre qu'elle se termine et lorsqu'elle est terminée, lorsque son exécution est terminée, alors on retourne dans la fonction qui avait appelé. Alors, chaque fois qu'on va appeler une fonction, on ne va pas réaliser la même opération nécessairement. D'accord? Chaque fois que vous appelez une fonction, en fait, vous réalisez un appel différent de la fonction. Vous réalisez une instance de la fonction. Donc chaque appel de fonction, en fait, crée une instance de la fonction. D'accord? Donc on réserve une zone mémoire et on va écrire la fonction, on va utiliser exécuter la fonction à cet endroit-là de la mémoire. Donc si j'appelle 2 fois une fonction, eh bien on va créer 2 zones mémoire distinctes dans lesquelles on va placer ces appels de fonction et on va les faire s'exécuter. Et on a plusieurs fois la même fonction donc, qui peut exister dans la mémoire avec des valeurs différentes. Je peux appeler Fibonacci de 5
et je peux appeler Fibonacci de 10. Alors, si on reprend la fonction factorielle, regardez le code que j'avais réalisé. Mis à part qu'elle s'appelle factorielle, pour savoir que ça réalise la fonction factorielle. Quand vous lisez le code, on est d'accord que la chose n'est pas simple. C'est simple à écrire quand vous savez que vous, en tant que développeur, voulez écrire une fonction qui réalise le calcul de factoriel. Donc vous, dans ce sens-là, vous savez le faire. Mais quand vous êtes en train de lire du code, si la fonction était mal nommée, qu'elle s'appelait Toto, et ben pour comprendre que ça calcule factoriel, ça va vous demander un effort de concentration. Maintenant, regardez, je vous ai dit qu'une fonction, elle peut s'appeler elle-même. Je vous ai dit que plusieurs instances d'une même fonction peuvent être appelées, et je vous ai dit qu'il fallait toujours un cas de base, d'accord? C'était cette histoire de 1 si n vaut 0, pour éviter une mise en abîme. Si on prend tout ça et qu'on le met ensemble, on peut écrire une fonction qui serait celle-ci. Int factoriel de int n, si n vaut 0, donc ça c'est notre cas de base, on retourne 1. C'est ce qu'on vient de définir, on est d'accord. Et sinon, je retourne n fois factoriel de n-1. Donc ma fonction factorielle va elle-même appeler la fonction factorielle. Mais pas n'importe comment. Si vous regardez bien, le paramètre formel, n, je vais recevoir une valeur. Cette valeur, quand je vais réaliser mon appel récursif, je vais le diminuer de 1. Ça, concrètement, ça permet quoi? Ça permet que d'appel en appel de fonction, à chaque fois le paramètre formel, et donc le paramètre effectif que vous allez utiliser, va diminuer de 1. Ça veut dire que vos paramètres vont converger. Ils vont converger vers quoi? Vers le cas de base. Le cas de base qui est quoi? Qui est n égale 0. Que va-t-il se passer? On va calculer n factoriel. Pour n factoriel, on va faire n fois le résultat de l'appel récursif à n-1. Donc, on va mettre notre fonction en pause, parce que pour calculer ce truc-là, on est obligé de connaître le résultat de l'appel de la fonction factorielle n-1. On va donc calculer factoriel n-1. On va appeler une nouvelle instance de la fonction factorielle, et cette fois-ci, dans n, dans le paramètre formel n, on va placer quoi? Le paramètre effectif qui aura pour valeur le n-1 d'avant. Donc si j'ai 4 dans n, je vais appeler avec 4 moins 1, c'est-à-dire 3. Je vais donc appeler une nouvelle fonction factorielle, et dans mon n, je vais placer la valeur 3. On était à 4, on est passé à 3. Oui? En fait, ici, est-ce que la fonction, c'est qu'on est en train de calculer la factorielle? Absolument pas. Enfin, je suis pas sûr d'avoir compris ta question. L'ordinateur, c'est une machine, hein. Donc il n'y a aucune compréhension de ce que tu es en train de faire. Lui, l'ordinateur, il y a juste des instructions que tu es en train de lui donner, il va les exécuter dans un certain ordre. C'est tout. Donc quand tu lui dis j'appelle la fonction factorielle, au mot factoriel, lui, il n'associe rien, à part un nom de fonction. C'était ça ta question? Oui, en fait, ici en bas, on a mis factoriel n-1. Donc, comment il sait que c'est... Parce que je ne comprends pas, en fait. Monsieur, je me Comment posais on la arrive même à question. appeler une fonction sur elle-même? Oui, justement, c'est ce que je suis en train de vous montrer. Oui, et ta camarade, c'était quoi sa question? En gros, c'est la même chose puisqu'on n'a pas la boucle for pour faire une factorielle, quoi. Donc, comment on peut appeler une autre factorielle si on n'a pas de condition pour la calculer? Je vais l'exécuter, regardez. D'accord?
hein, je vous l'exécute et vous allez me dire si vous comprenez. D'accord? Alors, voilà mon programme. On est d'accord, c'est le même. Hein. Donc j'ai ma fonction factorielle, j'ai mon cas de base et mon appel récursif. On démarre dans la fonction principale. Donc je déclare ma variable nb qui va contenir le résultat de l'appel à la fonction factorielle 3. Et ensuite je vais l'afficher. Bon, pour réaliser l'opération nb égale factorielle de 3, on est d'accord que je suis obligé de calculer le résultat de l'appel à la fonction factorielle de 3. Donc, je vais mettre en pause ma fonction principale et je vais créer une instance de la fonction factorielle de 3. C'est-à-dire, je vais appeler la fonction factorielle et dans le paramètre formel n, je vais placer comme paramètre effectif la valeur 3. Ok? Donc là, je suis dans la fonction factorielle, j'ai n qui vaut 3. Jusque-là, ça va? Oui. Ok. Exécutons pas à pas. Est-ce que n vaut 0? Non. Pour le moment, n vaut 3. Donc, je ne rentre pas dans mon if. Je vais dans le else. Et là, je dis return n fois factoriel de n-1. C'est-à-dire, je vais retourner comme résultat, là, cette fonction-là, hein, factoriel quand n vaut 3, va retourner le résultat de la multiplication de n, c'est-à-dire 3, par factoriel de n-1. Donc factoriel de 2. Or, pour réaliser cette opération, cette multiplication, il faut connaître la valeur factorielle de 2. Pour connaître cette valeur-là, on va mettre en pause notre appel de fonction avec factoriel de n qui vaut 3 et on va créer une nouvelle instance de la fonction factorielle. Mais cette fois-ci avec n qui vaut 2. D'accord? Quand j'étais dans la fonction factorielle n vaut 3, j'appelle factoriel avec n-1, donc c'est-à-dire 3 moins 1, ça fait 2. Donc mon paramètre effectif devient 2. J'appelle la fonction factorielle ici, et dans le paramètre formel n, je mets la valeur 2. Ça va? Oui. On continue, et on répète. Parce que là, j'ai n qui vaut 2, donc je ne rentre pas dans mon cas de base, et donc je vais retourner n, c'est-à-dire 2, fois factoriel de n-1. Donc 2 moins 1, ça fait 1. Donc pour réaliser cette opération, je vais mettre en pause factoriel avec n qui vaut 2, et je vais appeler factoriel avec n qui, comme paramètre effectif, 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Donc j'ai appelé ma fonction factorielle, et dans le paramètre formel, j'ai placé la valeur 1. Est-ce que je suis dans le cas de base? Non, toujours pas. Donc je vais retourner n, c'est-à-dire 1, fois factoriel de n-1, c'est-à-dire 0. Donc pour calculer ce résultat-là, je mets en pause ma fonction factorielle lorsque n vaut 1. Et je vais appeler la fonction factorielle. Et dans mon paramètre formel, je vais placer le paramètre effectif qui vaut n-1, donc 0. Là, j'ai n qui vaut 0. Donc, je vais rentrer dans mon cas de base. Et voyez que mon cas de base, lui, ne réalise pas d'appel récursif. Il retourne directement une valeur. Il retourne la valeur 1. Donc, factoriel quand n vaut 0, ça va se terminer tout de suite. Et ça va retourner la valeur 1. Ok? Donc, ici, mon appel se termine et je retourne la valeur 1. Le fait que la valeur 1 soit retournée, ça me permet de retourner dans la fonction factorielle lorsque n valait 1, donc n valait 1, et le résultat de factoriel de n-1, donc de 1 moins 1 égale 0, a été retourné, c'est 1. Donc maintenant, je suis capable de faire n fois 1. Je suis capable de faire mon opération. N valait 1,
1 fois 1, ça fait 1. Je retourne 1. C'est-à-dire que je vais terminer cet appel de fonction-là, et je vais retourner 1. Je me retrouve dans la fonction factorielle qui avait appelé factoriel de 1. Et la fonction factorielle qui avait appelé factoriel de 1, c'est quand n valait 2. D'accord? J'avais 2 fois factoriel de 1. Factoriel de 1, le résultat, c'est 1. C'est ce qu'on vient de retourner. 2 fois 1, ça fait 2. Le résultat de mon appel de ma fonction factorielle quand n vaut 2, c'est 2. Je vais donc retourner 2. Donc je vais terminer mon appel factoriel n égale 2 et retourner la valeur 2. Mon appel factoriel de 2, c'est lorsque n valait 3. N valait 3 et j'ai appelé factoriel de 2. Donc, le résultat de factoriel de 2, c'est 2. Donc, n vaut 3. J'ai 3 fois 2, ça fait 6. Je vais donc retourner le résultat du calcul qui est 6. Je mets fin à ma fonction factorielle avec n qui vaut 3. Et je retourne le résultat. Le résultat, il est retourné et je le place dans NB. NB vaut 6. Et j'affiche le résultat qui est 6. Vous voyez ce qui s'est passé? Vous comprenez un peu mieux? Oui, merci. Alors, Oui, merci, bien compris. ok. Alors, là, bien sûr, ce que je vous ai montré, c'est dans la réalité des choses, ça peut être vraiment très complexe. Hein, donc, il faut faire attention à ça. Hein. Alors, Monsieur, oui? du coup, on peut utiliser que quand c'est une fonction qui doit retourner quelque chose. On peut pas utiliser si la fonction c'est une void. Comment? Bah, si c'est une fonction void, on peut pas l'utiliser parce que ça affiche. Ah oui, bah justement, donc là, c'est à toi de créer ton algorithme. Si tu veux, les fonctions récursives, elles vont avoir un effet. Donc après, c'est suivant l'effet qu'elles réalisent, c'est à toi de voir si tu peux l'utiliser ou pas. Tu pourrais très bien avoir une fonction de type void qui soit récursive. Imagine par exemple, tu acceptes en argument un tableau. Et tu pourrais avoir un effet récursif sur ce tableau. On le verra d'ailleurs juste à la fin du cours. Ok? D'accord. Monsieur, Oui? pourquoi vous avez mis void entre parenthèses dans le main? Bah quand tu mets rien, c'est void. Donc tu pourrais mettre des parenthèses. Moi c'est vrai que j'ai pris l'habitude en développant de mettre void pour être sûr de ne pas avoir oublié. J'ai volontairement mis void. Ok? Mais ça revient à dire j'ai rien mis. Ok. Monsieur, Oui. Oui, oui. juste, c'est pas grave si là, tous les chemins de la fonction, ils renvoient pas quelque chose. Parce que vous aviez dit que normalement, Ah mais là si tous on, les fon- chemins retournent quelque chose. bah, si on rentre un nombre négatif, ça marche pas. Ah oui, non, ah oui, ok. Là, c'est un exemple pédagogique, d'accord? C'est-à-dire que la fonction factorielle, elle n'est pas définie sur un négatif. Donc, je l'utilise sur son espace de définition. Alors maintenant, tu as des généralisations hein, de la fonction factorielle. Mais ça, pour le coup, c'est un comportement qui est différent. D'accord? Donc la fonction factorielle est définie sur les entiers positifs. Bon, bah voilà. Hein. Après, effectivement, si tu lui donnes quelque chose qui est négatif, ça va planter. Là, je suis d'accord. Ok, merci. Alors, donc, on a une histoire de récursivité terminale et de récursivité non terminale.
Alors, ça c'est juste une définition qui est à connaître. La définition de la récursivité terminale, c'est si aucune instruction n'est exécutée après l'appel de la fonction à elle-même. Donc par exemple ici, c'est un exemple de fonction récursive terminale. Lorsqu'on réalise l'appel récursif, on n'exécute aucune instruction après. Donc c'est terminal. Là, si vous voyez ici, je vais faire un appel récursif et après l'appel récursif, je vais réaliser un affichage. Donc cette fonction-là ne sera pas terminale. Alors pourquoi je vous présente ça? Tout simplement parce que on a des exemples, enfin il y a des optimisations automatiques grâce au compilateur qui font que avoir de la récursivité terminale, c'est souvent meilleur que d'avoir de la récursivité non terminale. Bon, mais ça, pour le moment, vous vous en fichez un peu. Alors, la récursivité, il faut faire attention, parce que elle n'est pas forcément directe. C'est-à-dire que là, vous avez vu que j'ai une fonction factorielle, et que ma fonction factorielle appelle la fonction factorielle. J'ai une fonction A qui appelle directement une autre fonction. D'accord? Récursive. Elle s'appelle elle-même. Mais on pourrait avoir un truc un peu différent. Je pourrais avoir une fonction A qui appelle une fonction B, qui appelle une fonction C, qui appelle une fonction A. Et donc là, on aurait une récursivité qui serait dite indirecte, parce que c'est pas une fonction qui s'appelle elle-même, mais c'est une fonction qui appelle une fonction, qui appelle une fonction, qui appelle notre fonction initiale. Et donc la récursivité, elle peut être cachée. On peut ne pas la voir. Alors là, je vous donne un exemple de fonction récursive indirecte. J'ai une fonction idiote qui appelle une fonction idiote, mais pas la même. Et j'ai une fonction idiote, mais pas la même, qui appelle la fonction idiote. Idiote appelle idiote, mais pas la même, et idiote, mais pas la même, appelle idiote. Et vous voyez que là, on a de la récursivité. Et mon cas de base, je l'ai mis ici, dans une des deux fonctions. Bon, ça c'est... Alors, on va faire quelques exemples, d'accord? Et là, je vais vous montrer des choses qui peuvent être plus ou moins puissantes, d'accord? Donc, ce que je vous ai dit, c'est qu'on va voir plusieurs exemples de fonctions récursives, d'accord? Et on va regarder un peu l'impact que ça peut avoir sur les performances de votre programme. Alors là, si vous regardez, je vous propose cette fois-ci, au lieu de faire la fonction factorielle, de faire la fonction puissance récursive. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand on vous demandait d'écrire une fonction qui calculait x à la puissance n, vous faisiez une boucle. On est bien d'accord qu'on peut tout à fait écrire une fonction récursive qui nous calcule x à la puissance n. X à la puissance n, c'est quoi? Si n vaut 0, c'est 1. Et dans tous les autres cas, c'est x fois x puissance n-1. Alors, si on fait ça, finalement, on va pas avoir un gain énorme par rapport à votre boucle. C'est-à-dire que vous, quand vous réalisez une boucle, vous allez faire un certain nombre d'opérations. Et là, vous voyez qu'on va faire le même nombre d'opérations. Alors, si vous réalisez une boucle, en fait, ça va être plus rapide, même, en exécution, que cette fonction récursive. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que un appel de fonction, je vous ai dit, on met en pause la fonction courante, on crée un espace mémoire pour le nouvel appel de fonction, et tout ça, ça prend du temps. Pas beaucoup, mais ça prend un peu de temps. Et donc, quand vous écrivez cette fonction récursive ou la fonction puissance avec une boucle, ça sera le même nombre d'instructions,
pratiquement, sauf que vous n'aurez pas les appels de fonctions successifs. Et donc, la boucle sera plus rapide. Mais alors, il y a d'autres algorithmes qui permettent d'aller plus vite. Regardez. On peut remarquer que suivant la parité de votre exposant, on peut calculer plus rapidement x à la puissance n. Alors, là, comme d'habitude, hein, si l'exposant vaut 0, on retourne 1. Ça, c'est notre cas de base. Mais sinon, on peut remarquer que si l'exposant est pair, k égale 2 fois n, il suffit de calculer x à la puissance n et de multiplier le résultat par lui-même. Parce que x puissance 2n, c'est égal à x puissance n au carré. Et si jamais votre exposant il est impair, bah c'est la même chose mais multiplié par x. C'est-à-dire que x puissance 2n plus 1, c'est égal à x fois x puissance n, le x puissance n au carré. Un exemple d'exécution. Si vous avez 2 puissance 10, c'est égal à 2 puissance 5 au carré. Pour calculer ça, vous avez besoin de calculer la valeur de 2 puissance 5. 2 puissance 5, c'est 2 fois 2 au carré, d'accord, au carré. Ça fait 4. 2 au carré, c'est quoi? C'est 2 puissance 1 au carré. Et 2 puissance 1, c'est quoi? C'est 2 fois 2 puissance 0 au carré. Et 2 puissance 0, c'est quoi? C'est notre cas de base. Donc on a fait 1, 2, 3, 4, 5 étapes. En 5 étapes, on aura calculé 2 puissance 10. Vous voyez qu'à chaque fois, on divise par 2, alors je parle de division entière, on divise par 2 la valeur de l'exposant. Donc ce calcul-là, cette méthode de calcul-là, je ne vous demande pas de la connaître par cœur, hein, mais cette méthode de calcul-là, elle est d'autant plus efficace que la valeur de l'exposant est importante. Bon, le calcul, je vous le donne ici, hein, mais c'est pas ce qui nous intéresse en fait. Hein. D'accord? J'ai juste réalisé l'opération mathématique qui est décrite par cette suite-là. Ça, cette courbe-là, je l'ai tracée, c'est le nombre d'opérations en fonction de la valeur de n. Là, très clairement, vous voyez qu'au tout départ, le nombre d'opérations, il augmente très vite, mais tout d'un coup, paf, 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 hop, ça s'arrête. Et regardez la courbe. Là, c'est une courbe qui est de type logarithmique. Et donc, quand on calculait la fonction puissance, x à la puissance n avec une boucle, initialement, on avait une fonction qui était linéaire, c'est-à-dire que le nombre d'opérations était proportionnel à la valeur de l'exposant. Là, avec cette méthode-là, on a un nombre d'opérations qui est logarithmique, donc bien moins que linéaire, en la valeur de l'exposant. Donc cette fonction-là est beaucoup plus efficace que la fonction qu'on réalisait habituellement. Ça, c'est un des intérêts de la récursivité. Alors maintenant, il y a la fonction Fibonacci, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et la fonction Fibonacci, je vous ai dit, hein, c'est U de 0, c'est 0, U de 1, c'est 1. Et ensuite, U de n, c'est égal à U de n moins 1 plus U de n moins 2. Alors on peut calculer tous les termes successifs. Voilà. Quand on l'écrit itérativement, voilà le code que ça peut donner. Alors, ce code-là, encore une fois, si on ne sait pas qu'il s'agit de la fonction Fibonacci, moi je trouve que c'est très difficile à relire. Si j'avais appelé ma fonction Toto, avant de comprendre que là, ce que je venais d'écrire, c'était la fonction Fibonacci, j'avoue que ça aurait été très compliqué. Hein. Maintenant,
on va l'écrire récursivement. Je vous laisse admirer la beauté de la chose. Si n est inférieur à 2, on retourne n. Sinon, on retourne Fibonacci de n-1 plus Fibonacci de n-2. Là, cette fonction, on voit, même si ça s'appelait Toto, on voit que ça calcule Fibonacci. Pardon. Vous voyez que le code, ici, il correspond à la définition mathématique de la fonction de Fibonacci. Donc vous voyez que, en termes de lisibilité de code, on est passé de ce truc-là à ça. Ça, c'est un code qui est beaucoup plus lisible, beaucoup plus facile à relire et à maintenir. On est d'accord. Alors le souci, c'est que là, j'ai fait exprès de prendre cet exemple pour illustrer les deux choses. C'est, qu'on peut améliorer la lisibilité du code, mais qu'on peut aussi provoquer un nombre de calculs beaucoup plus important que ce qu'on souhaitait initialement. Quand on prend cette fonction-là, combien est-ce qu'on fait de calculs? Eh bien, regardez, l'ordre de grandeur, on ne va pas aller au nombre de calculs exact, mais on a un nombre d'itérations qui est proportionnel à n. D'accord? C'est n-2 ou n-1. Bon. Grosso modo, on va répéter n fois ces trois opérations-là. Ces trois opérations-là, c'est quoi? C'est une addition et trois affectations. Bon, on va faire donc 1, 2, 3, 4 opérations. Donc, on va faire n fois 4 opérations, grosso modo, dans cette fonction-là. Ici, combien on va en faire? On va exécuter cette fonction. Et alors, moi, si je l'exécute, regardez. Je vais l'exécuter devant vous. Vous allez voir. Voilà, et ici je vais faire une boucle int i. Voilà. Alors, vous voyez que le calcul, là, pour le moment, il est instantané, et je calcule les valeurs successives de Fibo. OK? Alors, je vais aller jusqu'à 100. Je vais calculer Fibo de 100. C'est pas énorme, Fibo de 100. Vous voyez ce qui est en train de se passer? À chaque fois, pratiquement, pour passer d'une valeur à la suivante, on va doubler pratiquement le temps de calcul. Ce qui fait que, très rapidement, on va être bloqué. On ne va pas pouvoir aller plus loin que ça. Alors, multiplié par 2 le temps de calcul à chaque étape, on a l'impression que c'est pas énorme. D'accord? Là, on est à 46, on va arriver à 47 péniblement, et à chaque fois, on multiplie par 2 le temps, et on multiplie par 2, et on multiplie par 2. Alors là, vous inquiétez pas des valeurs, c'est juste qu'on a dépassé les valeurs des entiers maximum et minimum, mais le nombre de calculs reste le même. Alors, il faut savoir que
si on a un nombre de calculs qui est de l'ordre de 2 puissance n, avec n qui vaut 100, 2 puissance 100, c'est un nombre qui est plus grand que le nombre de secondes qui nous sépare du Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Donc, autant vous dire que votre petit ordinateur, il va avoir du mal à calculer tout ça. Et vous voyez que là, on arrive péniblement à augmenter les valeurs pour 48. On va aller Fibo de 49, etc., etc., etc. Alors que, si on reprend ce code-là, voilà, je vais l'appeler Fibo 2, et que là, j'appelle Fibo 2 au lieu de Fibo 1, et bim, c'est instantané. Pourquoi? Tout simplement parce que là, on a fait, pour calculer f Fibo de 100, on a fait une centaine d'opérations fois le nombre d'opérations ici. Donc, grosso modo, pour aller jusqu'à Fibo de 100, nous, on a fait 400 opérations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien là, chaque appel de fonction, d'accord, chaque fois que vous arrivez sur une valeur de n, vous allez appeler pour n-1 et vous allez appeler pour n-2. Quand vous allez calculer pour n-1, vous allez aussi appeler n-2 et n-3. Donc vous voyez que tout de suite, vos appels récursifs vont recalculer des choses qui ont déjà été calculées. Je vous laisserai dessiner à la main l'arbre des appels de fonctions. Donc Fibo de 5 appelle Fibo de 4 et Fibo de 3. Fibo de 4 s'appelle Fibo de 3 et Fibo de 2. Fibo de 3 s'appelle Fibo de 2, Fibo de 1, etc., etc. Et vous allez voir le nombre de fois que vous allez faire un appel de fonction à Fibo de 1. Ça va être gigantesque. Et donc en fait, cette version récursive, elle est très pratique parce qu'elle est beaucoup plus lisible qu'une fonction itérative qu'on a pu voir. Mais par contre, son temps d'exécution va être beaucoup plus important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la récursivité, suivant la fonction que vous implémentez, elle peut vous faire gagner du temps ou elle peut vous en faire perdre. Elle peut augmenter la lisibilité du code, tout comme elle peut compliquer la lecture du code. C'est une version alternative. Donc c'est à vous de juger à quel moment vous devez utiliser la récursivité et à quel moment ne pas l'utiliser. Alors, vous allez voir avec Monsieur Pradaper, normalement vous allez faire un projet, je crois que c'est un démineur. Et vous allez voir que le démineur, vous allez être obligé d'utiliser la récursivité, enfin non pas obligé, mais ça sera mieux d'utiliser la récursivité pour une certaine opération. Donc là, vous verrez que c'est vraiment très pratique. Alors, il me reste 4 minutes. Donc en 4 minutes, je vais vous hacker et je vais vous montrer un algorithme de tri qui est récursif. Alors, vous prenez un tableau d'entiers et on souhaite le trier. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de trier le tableau, on va couper le tableau en deux et on va trier la partie gauche et la partie droite. Et ensuite, on va utiliser les deux tris, on va les fusionner pour obtenir un tableau trié. Alors, c'est quoi cet algorithme bizarre? Cet algorithme bizarre, je pense que quand vous avez déjà, c'est déjà arrivé à tout le monde de trier un jeu de cartes. Et quand vous triez un jeu de cartes, bah c'est plus rapide de le couper en deux, de trier chacune des deux moitiés, et une fois que vous avez les deux moitiés de jeu de cartes triées, bah vous pouvez fusionner rapidement pour obtenir un paquet complet trié.
Et bien là, c'est exactement la même opération qu'on va réaliser. Donc on va le couper en deux. Et ça, on va le faire récursivement. Donc là, vous voyez que j'ai un tableau, et là, j'ai un tableau. Bah, chacun de ces tableaux, on va les couper en deux. Et puis on va les couper en deux. Jusqu'à arriver à un cas de base. Quel est le cas de base? Quand vous avez un tableau de taille 1, il est trié. Le tableau qui contient une seule valeur, qui est la valeur 5, bah, c'est trié. Le tableau qui contient une seule valeur, qui est la valeur 7, bah, il est trié. Donc, comme on a un tableau qui vaut 5 et un tableau qui vaut 2, on va fusionner ces deux tableaux-là en un seul tableau, d'accord, qui va trier les données. Donc au départ, on avait 5 et 2, on a obtenu un tableau qui est 5 et un tableau qui est 2, et on va les fusionner. Bon, c'est quoi le plus petit entre 2 et 5? C'est 2. Donc vous allez mettre 2, et puis ensuite vous allez mettre 5. Là, cette opération-là, vous la réalisez pour tous vos sous-tableaux. Et donc là, ce que vous pouvez vous rendre compte, c'est que on a un tableau de taille 2, qui est 2 et 5, 4 et 7, 1 et 3, 2 et 6. Donc on a des tableaux de taille 2 qui sont triés. Et maintenant, on va les fusionner. Pour les fusionner, comment on fait? Eh bien, regardez, j'ai un tableau avec 1, 3 et 2, 6. La valeur la plus petite, elle est au début. Donc soit c'est dans cette case-là, soit c'est dans cette case-là. On prend la valeur la plus petite. Je la mets ici. 1. Donc ensuite, je l'élimine. Il me reste un tableau avec 3 et un tableau avec 2 et 6. La valeur la plus petite, elle est soit dans la case qui vaut 3, soit dans la case qui vaut 2. C'est 2. Je vais mettre 2. J'élimine cette case-là. Maintenant, je considère les cases 3 et 6. Laquelle est la valeur la plus petite? C'est la valeur 3. Je mets 3. J'élimine cette case-là. Il me reste que la case 6. Je pose la case 6. Et on recommence. J'ai un tableau trié ici. J'ai un tableau trié ici. Et donc, à chaque fois, je vais regarder quelle est la valeur de la première case. La valeur la plus petite, c'est 1. Donc, je vais conserver mon 1. Ensuite, j'élimine cette case-là. Et j'ai le choix entre 2 et 2. Bon, bah, je vais prendre l'une des deux valeurs. 2. J'élimine cette case-là. J'ai le choix entre 4 et 2. C'est 2. J'élimine cette case-là. J'ai le choix entre 4 et 3. C'est 3. J'élimine 3. J'ai le choix entre 4 et 6. C'est 4. J'élimine le 4. J'ai le choix entre 5 et 6. C'est 5. J'élimine 5. J'ai le choix entre 7 et 6. Je mets le 6. J'élimine mon 6. Il me reste 7. Je mets le 7. Alors, je vous ai mis une petite vidéo. Je vous laisserai aller la regarder. Ça montre plusieurs choses. Déjà que les geeks ont pris le pouvoir dans toutes les strates de la société. Et puis ensuite que les algorithmes de tri, bah, ça peut mener à des danses folkloriques hongroises. Et c'est un peu bizarre. Voilà. On s'arrête là pour le cours. Donc désormais maintenant ça va être Monsieur Pradaper qui va vous faire cours. Moi je vais terminer toutes mes vidéos et je vais toutes les mettre à disposition. Quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin du cours, jusqu'à la fin du semestre, hein, n'hésitez pas à me contacter et à me poser des questions, hein, que ce soit par mail, Teams ou Pigeon Voyageur, c'est à vous de voir. Bah, je l'ai mis hein, dans les slides, et les slides, je vous les ai déjà mis dans Teams. Bon, attends. Allez. Voilà.